Nous sommes au XIIe siècle. À cette période, la plupart des civilisations se concentrent sur les progrès technologiques, la prospérité de leurs plantations, l'innovation de nouvelles armes. La plupart, sauf certains peuples se trouvant notamment en Asie, dans les steppes. Les steppes, c'est cette partie du monde composée d'énormes étendues, verdoyantes en été et blanches en hiver, dans lesquelles habitent des peuples qui ne sont toujours pas sédentarisés. En raison du manque de moyens à leur disposition et du climat, l'agriculture y est presque impossible. Ces peuples sont nomades, leur source d'approvisionnement principale est leur troupeau. Une seule tribu peut posséder des dizaines de milliers de bêtes. Naturellement, pour éviter que le bétail meure de faim, les tribus doivent rester constamment en mouvement. Elles doivent migrer à travers les paysages afin de trouver de nouvelles sources d'herbes fraîches. Car avec autant d'effectifs, la végétation est rasée très rapidement. Pour coller avec ce style de vie, les nomades des steppes eurasiennes vivent dans des yourtes. Des tentes conçues pour résister à des froids glaciaux et des vents extrêmes. Elles sont également rapidement démontables pour faciliter le déplacement sur de longues distances. Évidemment, malgré toutes les adaptations à cet environnement, toujours est-il que vivre dans des conditions pareilles, c'est très difficile. Pour subsister, c'est courant de migrer avec tout son clan sur des centaines de kilomètres pendant des jours entiers. Et ce, tout en protégeant son troupeau, en chassant les animaux sauvages, en se défendant face aux tribus adverses. Et ce n'est pas tout. Les nomades vénèrent un dieu nommé Tengri, qui représente le ciel bleu éternel des steppes. Dans cette croyance, les éléments sont sacrés, et en particulier l'eau. L'eau est sacrée, et ne doit donc pas être utilisée n'importe comment. Certainement pas pour laver des vulgaires vêtements. D'ailleurs, la coutume est de garder les mêmes habits jusqu'à ce que ces derniers tombent en lambeaux. Ça rend ces peuples d'une extrême puanteur. Certains moines européens en ont fait les frais. De plus, les nomades mangent tout ce qu'ils trouvent, que ce soit des marmottes, des rongeurs ou même la viande de leurs propres chevaux, et passaient une grande partie de leur temps à se faire la guerre entre tribus. Forcément, ce mode de vie à l'antipode de la conduite occidentale et même de celle orientale ont donné aux nomades d'Eurasie une mais vraiment très mauvaise réputation auprès de ces peuples sédentaires. Par exemple, les Chinois disaient d'eux, ils n'ont ni ville, ni mur, ni littérature. Ils ne connaissent que le fer et le sang, et leur seule loi est celle de la force. Ils vivent comme des bêtes sauvages, suivant l'herbe et l'eau. Personne, mais vraiment pas une seule âme ayant vécu au XIIe siècle, ne se serait douté que ces hommes non sédentarisés qui passent leur temps à se faire la guerre entre eux et qui schlinguent à des kilomètres, allaient en l'espace d'une centaine d'années fracasser les empires les plus puissants de cette époque aux quatre coins du monde sans la moindre once de pitié. C'est l'histoire de l'Empire mongol, une domination si rapide et brutale que les gens pensaient rationnellement qu'ils étaient des sortes de démons, des cavaliers de l'apocalypse divin qui causaient la fin du monde. Il est sous-entendu depuis le début de cette vidéo. L'Empire mongol est surtout le produit d'un homme, le Chinggis Khan. Pour mieux comprendre son état d'esprit, c'est important d'analyser son parcours et ce qui l'a mené à devenir l'icône du plus grand conquérant de tous les temps. Car ce n'était pas du tout gagné. Dès son plus jeune âge, il a maintes et maintes fois été aux portes de la mort, non seulement de par son mode de vie nomade, mais particulièrement lui a eu un début de vie d'une intensité hors norme. Tout commence par sa naissance. Il s'appelle Temujin. La légende raconte que cet enfant est né le poing serré, tenant à l'intérieur un caillot de sang. Dans les croyances des steppes, c'est le signe que ce bébé a été choisi par Dieu lui-même, Tengri, pour accomplir une grande destinée. Mais ça commence pas fort. À l'âge de 9 ans, son père se fait empoisonner par le clan des Tatars, et de surcroît, sa propre tribu, anciennement dirigée par son père, l'abandonne. Lui, sa mère Oulun,
et sa fratrie, car les membres les considéraient comme des bouches inutiles à nourrir. La vraie raison, c'est surtout pour éviter que les fils de l'ancien chef revendiquent un jour le pouvoir. À seulement l'âge de 9 ans, toute la famille de Temujin se retrouve seule, dans les steppes, avec seulement quelques matériaux et des chevaux. Cette situation est intenable. En fait, ce que vient de faire la tribu, c'est une condamnation à mort implicite. Survivre dans un environnement aussi hostile, avec aussi peu d'équipement et une mère comme seul adulte du groupe, est impossible. C'est ce que pensaient ceux qui les ont abandonnés, mais l'histoire est remplie de miracles. Malgré la température pouvant atteindre les moins de 40 degrés en hiver, les blessures ou maladies facilement fatales et le risque de manquer de nourriture, certains membres de la famille de Temujin survivent, en ingérant littéralement tout ce qu'ils pouvaient trouver, peu importe ce que c'était, racines ou rongeurs, et en se réfugiant dans une montagne protégée par une forêt. Celui qui n'a pas survécu, c'est Bedker, le demi-frère de Temujin. Il s'est fait tuer par Temujin lui-même. En effet, Bedker avait tendance à voler la nourriture que sa famille apportait, pour être le seul à en profiter. Sauf qu'à un moment, c'était trop. Alors qu'il venait de voler le poisson fraîchement pêché du futur Chinkiz-Khan, il se fit abattre froidement par une flèche dans le dos. Il n'y a aucune pitié dans les steppes. Si bien que lorsque son ancien clan apprend que Temujin n'est pas mort, ce dernier se lance à sa recherche pour le capturer, ce qu'ils finissent par réussir. Après avoir vécu comme un paria loin de toute tribu, le voilà maintenant esclave, la tête et les bras enfermés dans ce kang, une planche de bois qui empêche le prisonnier de ne serait-ce que se nourrir seul. Évidemment, c'est pas un vulgaire bout de bois qui arrêtera le bonhomme. Un soir de fête, où le garde qui surveille Temujin est à moitié assoupi, le bruit provoqué par cette altercation fit comprendre rapidement aux autres membres du groupe ce qu'il vient de se passer. C'est le début des recherches. N'ayant pas beaucoup d'options pour se cacher, Temujin choisit de s'allonger au fond d'une rivière avec seulement ses narines dépassant de l'eau pour respirer. Option un peu désespérée, car on ne s'échappe pas aussi facilement d'une tribu entière, encore moins dans cet accoutrement. Alors un des gardes ne tarda pas à voir le garçon. Il ne fit pas signe à ses camarades. À la place, il murmura au jeune recherché de ne pas faire de bruit, puis dit aux autres gardes qu'il n'a rien trouvé dans la rivière. Il venait de sauver la vie du Chinkiz-Khan. Après la première vague de recherche, pendant la nuit, n'ayant nulle part où aller, Temujin décida de se rendre dans la yourte de celui qui lui avait sauvé la vie. Déjà pour le remercier, mais surtout pour lui faire retirer le bout de bois. L'homme n'était pas super chaud, car si quelqu'un le voyait libérer Temujin, cet acte de traîtrise le conduirait, lui et toute sa famille, à se faire exécuter. Après quelque temps, il finit par céder, et libéra le garçon de ses entraves en lui offrant un cheval et quelques provisions, afin de lui permettre quelques jours après de retrouver l'endroit où était cachée sa famille. S'ensuit une certaine stabilité pour Aulun et ses enfants, habitués à vivre dans ces conditions hostiles. C'est Temujin qui va briser cette paix. En effet, avant la mort de son père, celui-ci l'avait fiancée à Borté, une fille d'une autre tribu. Temujin et elle ont déjà passé du temps ensemble pendant leur enfance, et semblaient d'ailleurs déjà s'aimer. Alors, déterminé à la retrouver, vers l'âge de 16-17 ans, il se renda chez sa tribu. Et non seulement Borté ne l'avait pas oublié, ils purent officialiser leur liaison, mais en plus, le père de la femme fit cadeau au jeune homme d'un manteau de martre noire, un objet extrêmement précieux, qui va d'ailleurs rapidement lui être utile, car les ennuis recommencent. Borté se fait capturer lors d'un raid par tout un clan. Temujin, furieux qui en a marre de subir le destin, décide de prendre les devants en préparant un assaut contre les ravisseurs. Le problème étant qu'à ce moment-là, c'est ses frères et lui contre une armée entière. Alors il va chercher à se faire des alliances, et ça tombe bien, car son père avait un allié chef de nombreux hommes.
Pour rétablir cette alliance entre les deux familles, Temujin se rendit chez lui et lui offra comme cadeau le manteau de Marthe Noire, ce qui conclua l'alliance entre les deux. Ce n'est pas tout, il demanda aussi de l'aide à son frère de sang. Dans la culture nomade des steppes eurasiennes, il existe deux types de liaisons officielles. Le mariage et le serment de sang. Le serment de sang, c'est quand deux individus se jurent une fidélité et une protection éternelle. Car dans une steppe remplie de trahison et de guerre, il est important d'avoir des personnes à qui accorder toute sa confiance. Peu importe la raison, trahir son frère de sang sera mal vu et méprisant. Voilà pourquoi ce serment est important. Il se trouve que Temujin a un frère de sang, Jamuhara, avec qui ils ont partagé le serment quand ils étaient encore enfants dans le même clan dirigé par le père défunt. Devenu chef de clan, Jamuhara rejoindra l'assaut que mènera Temujin. Ils attaquent de nuit, quand leur adversaire s'y attend le moins. Et c'est une boucherie. Temujin parvient à récupérer Borté et impressionne tous les soldats par son courage et son parcours. C'est à partir de ce moment-là que des guerriers d'autres clans commencent à quitter leur chef pour venir planter leur tente près du futur Chinggis Khan. Car dans la steppe, la loyauté se mérite. La plupart des hommes étant présents à ce moment-là ont vu en Temujin un futur grand conquérant. Le bruit va d'ailleurs tellement vite que plein de cavaliers n'étant même pas présents à la bataille commencent à lui prêter allégeance et rejoignent ses rangs. Désormais à la tête d'une tribu puissante appelée les Borjigin, Temujin peut enfin venger la mort de son père face à la tribu tatare. Encore une guerre de gagnée, et d'ailleurs, celle-ci est un bon exemple pour illustrer la mentalité du jeune chef. Il est cruel, mais méthodique. Les Tatars sont considérés par les Borjigin comme des traîtres. Alors une décision concernant le sort des vaincus va être prise. Temujin donne l'ordre d'aligner tous les hommes tatars en énormes files indiennes, puis de faire rouler une charrette à côté d'eux. Si l'homme dépassait la taille de la roue de la machine, alors il est exécuté sur le champ. À la fin de cette opération, il ne reste que les tout petits garçons et les femmes, qui seront tous par la suite assimilés de force à la tribu Borjigin. Après cette écrasante victoire, le nom de Temujin est connu et craint à travers toute la steppe de Mongolie. Mais l'objectif du chef Borjigin n'est pas l'anéantissement des peuples de la steppe. Lui, ce qu'il veut, c'est unifier. C'est pour cette raison qu'il essaye d'assimiler un maximum de personnes à son propre clan. Du moins, quand c'est possible. Pour lui, ce qui compte le plus, c'est le mérite d'une personne, peu importe l'origine. Temujin cherche des combattants loyaux, capables de prouesses martiales. Qu'ils soient de dynasties reconnues ou inconnues, ils auront droit au même traitement. C'est cette manière de voir les choses qui va causer un des plus gros traumatismes de la vie de Temujin. Car pour Jamuhara, son frère de sang, celui à qui il a juré un lien aussi sacré, voire plus que le mariage, celui avec qui il dort littéralement dans la même couverture, pour Jamuhara donc, les liens du sang doivent primer sur le mérite. C'était un état d'esprit plus conventionnel pour l'époque. Mais pas celui de Temujin. Pour lui, rien de concret ne différenciait un noble d'un roturier. Les seules vraies caractéristiques sont le mérite et la loyauté. Ce conflit entre ces deux approches va dégénérer au point où les deux vont rentrer en guerre. Temujin ayant bien plus de guerriers de son côté pour la simple raison que les gens avaient choisi de suivre le chef méritocratique plutôt que l'aristocratique. Pourtant, cette guerre ne va pas être facile, car Jamuhara est doué pour lier des alliances et défaire les armées de son frère de sang. Il le connaît par cœur. L'armée Borjigin va connaître de cuisantes défaites, ce qui est une première pour Temujin, qui est contraint de se retirer quelque temps avant de reprendre, puis de se retirer
En même temps, c'est normal que cette guerre soit difficile des deux côtés, car son enjeu est presque planétaire. Si Jamura avait gagné et capturé son frère de sang, alors pas de Chinkiz Khan, et par un effet papillon, l'histoire du monde aurait probablement été très différente. Mais en l'occurrence, c'est Temujin qui capture Jamura, après presque 20 années de conflits intermittents. Ce sont les propres soldats de Jamura qui trahissent leur chef, et le livrent directement aux mains de Temujin. Et étonnamment, l'homme considéré comme le plus impitoyable de toute la steppe va accorder le pardon à son ancien frère de sang. Sauf que Jamura lui répondit: tout comme il n'y a de place que pour un seul soleil dans le ciel, il n'y a de place que pour un seul souverain sur la terre. Jamura lui demande une mort noble, c'est-à-dire une mort sans verser de sang. Accordé. Il quitta ce monde, le dos brisé sans saigner. La légende raconte que Temujin n'a même pas pu assister à la scène car ça lui brisait le cœur. Ce qui est fait, et désormais plus personne en Mongolie ne peut contester la légitimité de Temujin à régner sur les derniers Mongols encore indépendants. Au printemps de l'année 1206, Temujin, âgé alors de 44 ans, convoque un Kurultai, une énorme assemblée, rassemblant aussi bien les plus grands chefs mongols que les plus modestes personnes. C'est alors que le plus puissant chaman de cette époque proclame que Temujin a été choisi par le ciel bleu éternel, Tengri, pour dominer toute la surface de la Terre. Il se fait alors désigner comme le Chinkiz Khan, le souverain universel. Toutes les anciennes tribus anarchiques qui passaient leur temps à se battre entre elles sont en train de prêter chacun leur tour allégeance au Chinkiz Khan. Maintenant, plus de tribus, juste un seul peuple mongol unifié et régi par un texte de loi. Changer ses habitudes à l'échelle personnelle, c'est déjà dur. Alors changer la manière de vivre de tout un peuple habitué à la violence l'est encore plus. Pour éviter d'inévitables guerres internes et assurer l'approvisionnement en ressources qui reste difficile dans la steppe, surtout pour une seule tribu, le Chinkiz Khan va commencer à regarder d'un œil conquérant ses voisins, en particulier les Jin, l'Empire chinois du Nord. Ces derniers étaient réputés pour voir les Mongols comme des animaux, en ne leur montrant même pas le début d'un signe de respect. Ce qui va suivre est l'une des expansions de territoire des plus rapides de l'humanité. Les Jin, la Chine du Sud, l'Ukraine, la Corée, l'Iran, l'Afghanistan, la Turquie, la Russie et même un bout de la Pologne ont été un jour sous contrôle mongol. Là, il y a une question assez raisonnable qui vient à l'esprit. Comment ils ont fait ? C'est facile de sous-estimer les peuples de la steppe avec leur mode de vie nomade, mais militairement parlant, ce n'est pas sans raison qu'ils ont réussi de tels exploits. Cette image représente les deux plus gros atouts de l'armée mongole. Leur arc composite, littéralement l'arc le plus puissant de toute l'humanité à cette période, il permet un tir à longue distance rapide et précis. De véritables snipers avant l'arme à feu. Cet arc va d'ailleurs très bien avec leur deuxième atout, l'équitation. Les nomades sont sans doute ceux maîtrisant le mieux le cheval. Ils apprennent à le chevaucher dès leur enfance et passent une grande partie de leur vie les deux pieds à l'étrier. De plus, les chevaux peuplant les steppes, soumis à cet environnement, ont développé des différences sur leurs congénères pas originaires des steppes. Ils résistent bien mieux au froid et sont capables de trouver de la nourriture sous la neige. Ils survivent là où les autres espèces meurent de faim. Également, leur petite taille offre une stabilité exceptionnelle. Le centre de gravité bas de l'étalon mongol permet à l'archer de rester immobile sur sa selle. Des snipers capables de tirer des flèches à plus de 400 mètres, si nombreux qu'on ne pouvait pas les compter, se déplaçant à 50 km/h, voilà ce qui attend les armées s'opposant au Chinkiz Khan. Les archers montés représentent l'essentiel de l'armée mongole,
Mais il y a une autre catégorie de soldats qui vaut vraiment le détour, je vous promets. Ce sont les Mangudai, ceux qui sont déjà morts. Et ce n'est pas une appellation poétique, c'est littéralement leur rôle. Leur but est de charger l'armée adverse avec tant de désinvolture que cela pouvait éventuellement mener à une désorganisation des adversaires, qui ne comprennent pas pourquoi des cavaliers foncent droit sur eux sans se poser la moindre question en détruisant tout ce qui se trouve à leur portée. De par la représentation que les sédentaires se font des nomades d'Eurasie, cela les amène facilement à penser que cette cavalerie destructrice qui fonce sans réfléchir constitue la globalité de l'armée mongole, qu'ils sont tous comme ça. Grave erreur, car la deuxième partie du plan des Mangudai est de battre en retraite. L'armée adverse, confuse, pourchasse ses fuyards en pensant avoir trivialement gagné la bataille. Sauf que c'est un piège. Les Mangudai appâtent les soldats sur un terrain où la majorité de l'armée mongole est cachée, pour ensuite... Contrairement à ce que les gens pensaient d'eux, les nomades étaient de brillants stratèges. Ils n'avaient pas le choix. Car sans stratégie, comment prendre d'assaut une ville fortifiée par d'énormes murs en pierre avec seulement des cavaliers? Les Mongols ont trouvé la réponse. Ils ont eu l'idée de recruter des ingénieurs chinois issus de villages peu protégés afin de les ajouter à leur armée. Ces ingénieurs étaient logés confortablement et respectés, ce qui leur a permis de travailler dans de bonnes conditions et d'ajouter de nouvelles armes de siège à l'armée mongole. Avec de telles armes de siège, plus rien ne pouvait stopper l'armée mongole, même plus les murs. Si le Chinggis Khan décidait qu'un pays devait disparaître, il disparaissait. C'est terrifiant pour les autres dirigeants de voir ces nomades sortis de nulle part ravager chaque pays contre lesquels ils sont en guerre. Et c'est normal, c'est même voulu. La peur est une arme psychologique de l'armée mongole qui est très utilisée à des fins stratégiques. Il y a un ancien dicton chinois expliquant que la meilleure manière de gagner une guerre est de la gagner sans combattre. Ça, le Chinggis Khan l'a bien compris. En exécutant systématiquement tous les habitants d'une cité ayant essayé de lui résister, tout en laissant s'échapper une poignée de survivants pour que ces derniers racontent l'ampleur du massacre aux autres villes, un message clair était envoyé à tous les dirigeants. Soit vous vous soumettez au Chinggis Khan et devenez vassaux de l'Empire, soit votre ville, votre famille, votre architecture, votre patrimoine, tous sont rayés de la carte. De cette manière, les Mongols ont pu gagner un grand nombre de territoires qui se sont soumis par peur des conséquences. Tout était vraiment mis en place pour renforcer la terreur qu'inspiraient ces cavaliers. Le fait que dans certaines guerres, ils sont allés jusqu'à mettre des épouvantails, de la paille, sur des chevaux avant des confrontations, servant à gonfler la taille de l'armée vue de loin pour totalement décourager les adversaires. Quand ils assiègent une ville, ils prennent le plus grand soin à allumer bien plus de feux de camp que nécessaire, pour montrer aux habitants de la ville qu'il y a trop de soldats et que toute résistance ne sert à rien. Le chef de cette armée sournoise, Temujin, va jusqu'à se présenter comme un être divin. Il aurait déclaré en 1210 dans une mosquée de l'Empire khwarezmien « Je suis le châtiment de Dieu. Si vous n'aviez pas commis de grands péchés, Dieu n'aurait pas envoyé une punition comme moi sur vous. » Cette phrase est prononcée suite à la victoire des Mongols sur les Khwarezmiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, Temujin voulait entretenir des relations commerciales avec cet empire, loin de lui toute idée d'invasion. Sauf que le sultan a non seulement refusé le commerce, mais a par la même occasion décapité l'ambassadeur du Khan. Ce jour-là, il avait signé son arrêt de mort, et celui de tout son empire. Car pour Temujin, un tel manque de respect justifiait une guerre totale et impitoyable. Les conséquences de ces guerres sont notamment l'effacement des traces de certaines cultures. Pour entretenir cette image de cavalier de l'apocalypse divin, il fallait tout détruire dans les villes qui essayaient de résister, et cela inclut même des endroits comme Bagdad. Considérée à ce moment-là comme la capitale intellectuelle du monde, lieu où se trouvait la Maison de la Sagesse, une gigantesque bibliothèque
contenant jusqu'à des écrits d'Aristote, de Platon, d'Euclide et de tout autre grand philosophe. La cité était luxuriante et prospère, comme une Silicon Valley médiévale, elle attirait tous les plus grands savants de cette époque. Mais en 1258, le sultan du califat abbasside, dont la capitale est Bagdad, décapite à son tour les ambassadeurs du petit-fils de Temujin, Hulagu, à ce moment-là chef de l'empire mongol. En moins d'un an, Bagdad était en feu, avec la maison de la sagesse calcinée et un nombre incalculable d'ouvrages perdus à jamais. Le gouffre culturel est vraiment énorme. Courants de pensée, démonstrations scientifiques et autres ouvrages philosophiques se trouvaient en un seul exemplaire dans cette bibliothèque. Sa destruction a probablement fait perdre beaucoup de connaissances à l'humanité. Et pourtant, les Mongols ne sont pas que destruction. En contrôlant presque entièrement l'Europe de l'Ouest et l'Asie, ils ont permis de grandement faciliter l'accès à la route de la soie. La route de la soie, c'est ce gigantesque réseau qui relie Constantinople à la Chine au Moyen-Âge. Énormément d'innovations y circulent grâce aux marchands, ce qui permet au peuple de s'enrichir mutuellement, avec des technologies que les autres ne connaissent pas. Ce chemin, qui autrefois était divisé en plein de territoires, avec chacun leurs taxes, leurs dangers et leurs lois, est désormais contrôlé à 95% par l'Empire mongol, qui a pour projet de grandement simplifier son accès, en assurant protection et ravitaillement aux marchands. Grâce à ce traitement, les innovations des continents ont pu s'échanger de manière fulgurante, et cela a permis un énorme bond technologique pour plein de peuples. D'un autre registre, l'Empire mongol était aussi en avance au niveau de la liberté des citoyens. Ils étaient libres de croire au dieu qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de conversion forcée ou de désavantage à ne pas vénérer le même dieu que Temujin. Cette loi a permis une certaine stabilité dans l'Empire. Il n'y avait pas de révolte religieuse, et donc le Tchingishan pouvait focaliser son armée sur les guerres externes plutôt que les guerres internes. Malgré le répit donné par des lois de ce type, aucun empire n'est éternel, et les Mongols ne font pas exception. Suite à des problèmes de succession, le plus grand empire continu ayant jamais existé se sépare à partir de 1259 en 4 plus petits empires indépendants mais conservant toujours un certain lien. Ils vont quand même tenir longtemps, au moins un siècle supplémentaire, et garantiront la sûreté de la route de la soie. Avec autant de territoires, la chute des 4 empires mongols fut longue et progressive. Ce sont principalement des révoltes du peuple qui ont pu profiter de la fragilisation de l'empire pour prendre le pouvoir. Et en 1450, la Horde d'Or, à ce moment-là dernier empire descendant directement de l'empire mongol, se fragmente à son tour, ce qui marque la fin de cette domination mongole à travers toute l'Asie. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Saviez-vous que techniquement les Mongols ont déjà conquis l'entièreté de l'Inde et même un peu plus? Un descendant lointain de Temujin, nommé Babur, a envahi le sultanat de Delhi et réussi à remporter la victoire, bien qu'étant largement en infériorité numérique. Il a donc fondé l'empire Moghol, avec un H, qui contenait toute l'Inde et qui a quand même tenu 300 ans, avant de se faire coloniser par les Britanniques. Les Mongols ont laissé un énorme héritage à travers toute l'Eurasie. Ils ont réussi à mondialiser le monde médiéval, en connectant des cultures qui n'étaient jamais censées se rencontrer. Là où personne ne les attendait, tels des outsiders, les nomades d'Eurasie ont finalement réussi à conquérir le monde. Pour la fin de la vidéo, voyons la fin de vie de Temujin, car même le plus grand conquérant, l'élu de Tengri, n'est pas immortel. On ne sait pas exactement comment il est mort, mais l'hypothèse la plus probable serait une chute à cheval en 1226, qui derrière, en combinaison avec des fièvres, aurait lentement entraîné sa mort en 1227. Le petit fun fact, si on peut appeler ça comme ça, avec la mort de Temujin, c'est qu'il voulait que l'emplacement de sa tombe soit secret, que personne ne sache jamais
où se trouve son cadavre. Et après tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, vous devriez savoir que quand le Chinkiz Khan veut quelque chose, il ne fait pas dans la demi-mesure. Une fois que Temujin a rejoint le ciel bleu des steppes, le cortège funèbre ramena son corps en Mongolie, là où tout avait commencé. Sur le passage, ils tuèrent chaque personne qui les vit transporter le cercueil. Une fois arrivés à leur endroit, ils creusèrent puis enterrèrent le corps, et se firent à leur tour tuer par d'autres soldats. Car oui, personne ne devait savoir l'emplacement de la tombe. Et comme vraiment personne ne devait savoir l'emplacement de la tombe, les soldats qui tuèrent les autres soldats se firent à leur tour tuer. De cette manière, le secret a pu rester intact, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à retrouver le cadavre de Temujin.